savez, si les hommes ont le sens de l'orientation, c'est parce qu'à la préhistoire, nous devions chasser et revenir au camp. C'est ainsi, c'est atavique. Et ton sexisme, il est atavique aussi? Alors, je ne suis absolument pas sexiste, j'ai des amies femmes. Et puis, je l'ai lu dans Science et Vie Junior. Et les femmes, elles faisaient quoi selon toi? C'était des cueilleuses. Donc selon toi, pour être cueilleuse, il n'y a pas besoin de sens de l'orientation? Non mais, je te regarde aller aux champignons, vas-y. Même, depuis le début des temps, les rôles entre les hommes et les femmes sont bien définis et doivent le rester. C'est historiquement ainsi. N'importe quoi. Les femmes ont été aussi nombreuses et actives dans l'histoire que les hommes. Et ce, malgré les embuscades tendues par des masculinistes à 2 balles dans votre genre. N'hystérisons pas le débat, je vous prie. Je vais te révisionner tes croyances en matière d'histoire. Ah non, ne me parlez pas de révisionnisme de l'histoire. Mais l'histoire des femmes, c'est pas du révisionnisme, connard. C'est rendre aux femmes ce qui appartient aux femmes. La vulgarité dans la bouche d'un homme, ce n'est déjà pas très joli, mais dans celle d'une femme. C'est pas les mots que j'emploie qui sont vulgaires, c'est la façon dont aujourd'hui encore dans l'histoire, on nie l'existence et l'influence des femmes. On ne nie pas leur existence. On dit juste qu'il y a moins de femmes qui ont contribué à l'histoire. Voilà tout. Cette histoire de nombre, c'est pas une causalité de notre manque de compétences. Non, c'est plutôt une causalité de la discrimination complète et totale des hommes au cours de l'histoire. Allez-y, divertissez-moi avec vos mythes et légendes. Le ridicule m'amuse. Non, mais de toute façon, je suis confinée avec vous. Alors, comme j'avais l'intention de faire un hommage à l'histoire des soignantes, alors allons-y, je vais vous raconter mon histoire des soignantes. Votre histoire, votre histoire. J'espère tout de même que vous avez des sources. Vous savez, je suis versé dans l'art de la zététique et vous ne mourrez pas avec vos fake news. Les sources sont dans la description, gros malin. Me laisse pas avoir si facilement. D'accord, allons-y. Les premières traces de médecine que l'on retrouve sont datées du 3e millénaire, avant Jésus-Christ. Ces traces ont été retrouvées sur des crânes sur lesquels on avait pratiqué des trépanations. Ces crânes ont été retrouvés dans le midi de la France dans les années 80. Même si on ne peut pas savoir si les femmes pratiquaient la médecine à cette époque, on le suppose. Les ethnologues et les récits de voyage nous apprennent que dans des tribus dites primitives, c'est-à-dire au sens premier du terme, les femmes pratiquent la médecine. En effet, le mode de vie chasseur-cueilleur de ces tribus s'apparente au mode de vie de nos ancêtres préhistoriques. On retrouve ainsi des femmes pratiquant la médecine dans quasiment toutes ces tribus. Parfois, seules les femmes sont autorisées à pratiquer la médecine. En Asie, à l'époque de la Cochinchine orientale, actuelle Vietnam, on retrouve des traces de femmes médecins nommées les Bojoanes. En Arabie, on retrouve les Bobali, qui sont des femmes noires libérées et qui s'occupent de médecine dans les milieux sociaux populaires. Chez les Dakota, en Amérique du Nord, les femmes peuvent obtenir les 2 titres de médecine, c'est-à-dire celui de la médecine rationnelle, les Musqueville, et celui de la médecine surnaturelle, les Mide. Oui, d'accord. Elles avaient le droit de faire des salamalek autour du feu de camp comme les hommes. Cela ne prouve absolument pas qu'elles aient été médecins, ni d'ailleurs que ces tribus de sauvages vivent comme nos nobles ancêtres préhistoriques. Il s'agit bien entendu d'une supposition. Ces peuples n'ont été rencontrés que tardivement dans notre histoire occidentale. Donc on suppose qu'ils n'ont pas subi le même revers de la socialisation que nous. Même s'il serait stupide et raciste de penser qu'ils n'ont pas évolué eux aussi. En revanche, ce mode de vie chasseur-cueilleur est le mode de vie le plus proche que nous ayons du potentiel mode de vie des hommes préhistoriques. Ainsi, si ces tribus premières autorisent les femmes à pratiquer la médecine, il y a fort à parier que nos ancêtres préhistoriques aussi.
se demander qui sont vraiment les sauvages. Bon, avançons un peu dans le temps, je vous prie. Au fait. Nous arrivons en Égypte antique. En 1930, Je croyais que nous étions en Égypte antique. Reprenez-vous, mon petit. si vous ne m'aviez pas coupé, vous sauriez peut-être où je veux en venir. Je ne vous ai pas coupé. Je demandais des précisions. Oui, la période dont je vais parler, c'est bien l'Égypte antique. Mais la découverte dont je vais parler a été faite en 1930 par le professeur Selim Hassan. Ce professeur a découvert la stèle funéraire de celle que l'on va considérer comme la première femme médecin au monde. Elle s'appelait Péséchette et elle était noire. Sur sa stèle, on peut lire superviseuse des doctoresses. Péséchette était en effet la directrice d'un corps médical professionnel et féminin qui a opéré en Égypte de moins 3000 à moins 2263. Beaucoup plus tard, au 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons retrouvé des écrits de Cléopâtre parlant de maladies des femmes et d'accouchement. Et on voit ce qui est arrivé aux Égyptiens. Disparu. Parlez-moi plutôt de la Grèce antique. Une période où les hommes savaient tenir leurs femmes. Vous n'y trouverez pas d'exception dans ce genre, j'en suis sûr. Détrompez-vous. C'est vrai que la femme athénienne a un statut déplorable, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes grecques. En effet, dans certaines tribus, elles sont plus libres que dans d'autres, chez les Ioniens par exemple. Les femmes ont ainsi accès à l'éducation, elles sont acceptées dans certaines écoles de pensée, comme dans l'école pythagoricienne par exemple, où l'on retrouve Théano, qui est soit la fille, soit la femme de Pythagore. Elle nous a laissé des écrits sur les maladies de femmes. Théano a également enseigné dans l'école pythagoricienne. Pline l'Ancien parle également d'Olympias d'Athènes, qui a elle aussi laissé des recommandations sur les maladies de femmes. Il faudra quand même attendre le XVIIIe siècle pour que les hommes s'y penchent. On trouve également des traces de Laïs d'Athènes qui était sage-femme et au 1er siècle après Jésus-Christ, des traces d'Origénie qui nous a laissé un ouvrage sur les soins que l'on doit aux femmes enceintes. Allons, vous voyez bien que ces exemples ne fonctionnent pas. Ce sont des femmes qui font de la médecine pour femmes. Ce n'est pas de la vraie médecine. Oh, mais si vous ne coupiez pas constamment, j'aurais pu ajouter les noms d'Éléphantis qui nous a laissé des écrits sur l'alopécie, de Gérasi qui est l'auteur d'une prescription contre le gonflement de la rate, Antiochis qui nous laisse des traitements contre la sciatique, les œdèmes et l'arthrite. Sanitra était spécialisé dans les affections du siège, Zanite compose une préparation contre la gale, Maya traite les condylomes et les ragades. Je suis surpris. Pas vraiment impressionné, mais surpris. Je suis curieux de savoir ce que vous pourriez me dire sur les femmes dans la médecine lors du grand empire de Rome. Je dirais que la façon dont les femmes ont œuvré pour la médecine à cette période va ouvrir la voie à des siècles de soins. Oh, vraiment? Qui donc étaient ces illustres inconnus? Marcella, Paula et Fabiola sont, selon Patricia Donahue, une historienne, les trois femmes qui vont ouvrir la voie au couvent hospitalier que l'on retrouvera au Moyen-Âge. Toutes les trois vont construire des hôpitaux pour les malades et les pauvres. Fabiola sera spécialisée dans les plaies purulentes et sera souvent considérée comme la sainte patronne des infirmières. Paula, quant à elle, fonde le premier hôpital de Jérusalem et financera Saint Jérôme lors de sa traduction de la Bible. Oui, bien. Comme vous l'avez dit, elles ont ouvert la voie à une médecine féminine bien encadrée par l'Église chrétienne. Et Dieu merci, je peux au moins compter sur le Moyen-Âge pour y trouver des femmes qui restent à leur place de femmes. J'ai le plaisir de vous annoncer que non, le Moyen-Âge est une période de relative égalité entre les hommes et les femmes. En Italie, elles ont même le droit d'aller à l'université. On retrouve Trotula à l'université de Salerne qui sera professeure et qui nous laissera elle aussi
beaucoup d'écrits sur les maladies de femmes, entre autres. Monica Green, historienne, défend l'idée que, à cette époque, les femmes ne s'occupaient pas que des femmes. Elles avaient aussi des patients hommes, et on retrouve ces femmes dans tous les domaines de la médecine. À l'époque, les sages-femmes ne sont pas des simples accoucheuses. Elles font office d'obstétricienne et de gynécologue. Rotula n'est pas la seule femme médecin du Moyen-Âge. On retrouve Giulietta en Piémont, Jacobina à Bologne, Mercuria et Johanna à Posen. En parallèle, les couvents hospitaliers se développent et les nonnes y prodiguent des soins gratuitement. Hildegarde de Bingen est sans doute la plus célèbre représentante de ce mouvement. Elle est considérée comme la mère de la naturopathie. C'est très bien tout ça. Fini ces renégates qui soignent à tout va sans aucun contrôle. Pas tout à fait. Durant toute la période du Haut Moyen-Âge, les miresses opèrent de manière officielle dans les villes. Bien sûr, elles n'ont pas de diplôme ni de compétences particulières au regard des universités. La plus célèbre d'entre elles est sans doute Maître Herzand, qui accompagne le roi Louis IX lors de la 7e croisade en 1249. En plus du roi, elle est chargée de prendre soin de la reine et de la famille royale, mais aussi de toutes les femmes civiles qui ont accompagné l'armée pendant la croisade. D'autres miresses sont également connues à Paris, comme Isabelle Refrétillon, Héloïse et Marie rue de Lourcine et Ameline, que Boileau recensera dans son livre des métiers en 1300. Cette pratique de la médecine compensait le manque de médecins. En effet, dans un registre datant de 1311, on ne dénombre que 29 médecins officiels à Paris. Des hommes, je parie. Aucune idée, mais pour vous donner un ordre d'idée de nombre, au XIVe siècle, donc à peu près à la même période, dans le même genre de registre, on retrouve à Francfort 14 femmes inscrites officiellement dans le registre des médecins. Dans tous les cas, le nombre de soignants est très réduit dans une période aussi marquée par les épidémies. D'ailleurs, c'est à cette époque que le mot infirmier naît. C'est un dérivé de l'enfermerie, une sorte de confinement à la sauce moyenâgeuse. Pour traiter les maladies contagieuses, les épidémies, on enfermait les malades dans un lieu. Et les personnes qui étaient chargées de s'occuper de ces malades étaient bien sûr les infirmiers. Et à partir du XIVe siècle, le coup près tombe. Les femmes n'ont plus le droit d'exercer ni la médecine ni la chirurgie. Oh, la belle période de l'Inquisition. Des hommes de poigne qui savaient où ils voulaient mener le monde. À sa perte, parce que vu le nombre de médecins à l'époque et le nombre d'épidémies, on peut se demander si c'était une décision très judicieuse que d'interdire aux femmes de pratiquer la médecine. Ne vous en déplaise, mais je préfère que quelqu'un de diplômé s'occupe de moi. Non mais alors ça c'est une mentalité moderne. Je pense qu'à l'époque, la seule chose qui comptait, c'est que vous soyez soigné par un diplômé ou non. Et puis de toute façon, c'est pas comme si même la médecine officielle de l'époque était très très performante. Et toutes les femmes ne cessent pas d'exercer pour autant, celles qui appartiennent à l'église continuent. Oui, avançons, je vous prie. Quoi? Vous êtes pressé? Non, ce n'est pas ça. Mon live gymnastique commence très bientôt. Je me dois d'entretenir ce corps d'Apollon pendant le confinement. Comme vous voudrez, avançons jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en 1633, où Louise de Mauriac s'associe avec Saint Vincent de Paul pour fonder une institution pour jeunes filles. Sont acceptées les jeunes filles de moins de 28 ans, de bonne moralité et ayant pour vocation de soigner. Les filles de la charité font tellement bien leur travail que les médecins et les pharmaciens de l'époque les critiquent et les dénoncent pour pratique illégale de la médecine. Je ne peux que les comprendre. On ne peut tout de même pas comparer le simple travail d'une infirmière avec la tâche ardue qu'est celle d'être médecin. Je vous conseille pas de crier ça sur tous les toits par les temps qui courent. Écoutez, la seule raison pour laquelle les hommes veulent voir les infirmières évoquées, c'est pour leur petite tenue sexy. Mais sérieusement, ont-elles vraiment apporté aux soins médicaux? C'est vrai que leur beau sourire me met du baume au cœur. Soyons réalistes.
Oh mais vous êtes indécrottables. Les infirmières se sont toujours illustrées en temps de crise sanitaire ou de guerre. En 1720 par exemple, avec Thérèse Rasty, qu'on considère comme la première infirmière de France à cause de son dévouement pendant la peste de Marseille. Ou alors en 1755, avec Charlotte Brown, quand elle devient infirmière en chef des armées anglaises. Ce sera aussi la femme la mieux payée d'Angleterre à cette époque-là. Elles sont en train d'inventer le métier d'infirmière. Et je pourrais continuer comme ça longtemps encore. En 1814, quand Anne Biget s'illustre lors des guerres napoléoniennes, ou encore en 1820, quand une ancienne esclave affranchie, Jane Snow, ouvre un hôpital à Petersburg, en Virginie, aux États-Unis. Oui, elles ont épongé quelques plaies et collé quelques sparadraps. Et alors? Pas seulement pendant la guerre de Crimée, une jeune infirmière du nom de Florence Nightingale est envoyée sur le front. Elle va s'occuper tellement bien des blessés et de l'hygiène des camps où sont gardés les blessés qu'elle réussira à faire passer le taux de mortalité de 40 à 2%. On peut savoir d'où vous sortez ces chiffres? Florence Nightingale elle-même, elle était aussi statisticienne. D'ailleurs, je vous invite à regarder le très bon épisode de Risque Alpha à ce sujet. Comme le mal alpha. Oui, comme le mal alpha, ça n'a rien à voir. Je m'en irai voir cette vidéo, car c'est un homme et il sait de quoi il parle. C'est surtout parce qu'il est médecin de santé publique qui sait de quoi il parle. Oh, si vous le dites, vous avez fini? Non, Florence Nightingale écrira aussi un ouvrage sur la pratique moderne de l'infirmière. Elle ouvrira également des hôpitaux-écoles. J'aimerais ajouter qu'en 1879, Marie-Élisa Mahoney devient la première femme noire diplômée d'une école d'infirmières aux États-Unis. Il faudra attendre 1930 pour que les natifs américaines aient le droit d'intégrer des écoles d'infirmières. Anna Hamilton reprendra le modèle des écoles de Florence Nightingale et en ouvrira une en France en 1900. Je ne citerai pas toutes les femmes qui se sont illustrées après ça, tant elles sont nombreuses et actives. On peut néanmoins noter qu'en 1956, en France, on crée le diplôme d'aide-soignant, ce qui donne une nouvelle dimension au métier du soin. Aujourd'hui, ces infirmières, ces aides-soignantes, ces médecins sont les dignes héritières de toutes ces femmes dont on vient de parler. Elles méritent mieux, je crois, qu'un imaginaire fait de petites tenues sexy et de fellations faites au premier port misogyne venu. En tout cas, pour moi, le respect qu'on leur doit passe aussi par la revalorisation de l'image des femmes dans l'histoire médicale. Je vous laisse. Il est 20h. Je vais aller applaudir. C'est une blague! Vous avez pas arrêté de dénigrer les femmes soignantes tout au long de l'histoire. Il y a des hommes soignants aussi. Sexistes. Allez applaudir les hommes alors. Bravo les hommes. Mes applaudissements ne sont que pour les hommes. Bravo ma couille. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau cassage d'ambiance en étalant sa science. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. À bientôt! Oh non, c'est pas vrai. On va encore parler des femmes dans l'histoire. Vous étiez pas en train d'applaudir les hommes, vous? Oui, vive les hommes. Ils sont les plus forts.